Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Forum TV dans l'œil d'Arnaud. Aujourd'hui, nous sommes au Casino Théâtre Barrière à Toulouse à 2 heures du concert de Daniel Guichard qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans l'œil d'Arnaud pour une nouvelle date encore au Casino Théâtre Barrière. Je dis encore parce que vous connaissez bien l'endroit. Oui, je suis venu plusieurs fois ici, oui. Vous êtes venu notamment il y a pas longtemps voir un concert d'Alain Chamfort, je crois aussi, c'est ça? On était venu, on avait vu le concert d'Alain Chamfort et j'avais dormi sur le parking dans le camping-car. C'était un peu bruyant quand même. Alors, comment ça a débuté cette carrière? Il y a maintenant, on va dire 60 ans. C'est parti d'où cette envie de devenir chanteur? J'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu faire chanteur, être chanteur ou devenir chanteur. On va prendre le verbe qui correspond. Bon. Et le hasard a fait que je voulais faire un groupe avec des potes et je me suis retrouvé tout seul avec une guitare. Donc j'ai fait des chansons, j'ai écrit des chansons, j'ai fait des cabarets, j'ai galéré un peu. Et puis un jour, il y a une chanson qui a un peu percé, c'était La Tendresse, c'était en 70. Oui. Et vous avez commencé à travailler chez Barclay avant d'être vraiment un vrai artiste? Non, pas du tout. C'est la légende qui veut ça. Puis moi, j'aime pas contrarier. On est, oui, c'est bien. Il travaillait chez Barclay, au stock. On l'a découvert. Et non, j'étais artiste. J'avais un contrat chez Barclay. Et puis ça marchait pas. J'avais fait des enregistrements qui sortaient pas, des disques qui sortaient pas. Et puis j'avais besoin de gagner ma vie. J'avais une fille qui était née à ce moment-là. Et moi, j'ai pas de sous-métier. Je travaillais au Hall. Quand j'ai quitté le lycée, j'étais chez Barclay, artiste. On vendait pas de disques, je travaille au stock, c'est pas un problème. Et puis un jour, on a fait une chanson, La Tendresse. Elle est sortie en début d'année. Elle a été très, très programmée dans les discothèques pendant l'été. Et on a commencé à parler de moi à la fin de l'année 70. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec tous les tubes que l'on connaît. Après, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas très connu, il vous faut un an et demi pour que le public sache qui vous êtes, qui voit votre tronche, qui sache quelle chanson vous chantez. Et La Tendresse, c'était 70, 71. Après, il y a eu Faut pas pleurer comme ça. Et puis... on a préparé un autre album avec Chanson pour Anna, qui était la chanson pour Anne Frank, et Mon Vieux. Et quand la chanson Mon Vieux est sortie, ça a marché presque tout de suite. Et là, je suis allé voir Barclay, je lui ai dit, j'ai un souci parce que les gens avec qui je travaille m'ont dit, on te laisse enregistrer cette chanson, Mon Vieux, mais ça marchera pas parce que c'est démodé. Donc, voilà, j'ai arrêté d'être artiste produit chez Barclay. Il a déchiré le contrat, je suis devenu producteur et je m'occupe de mes affaires depuis 74. Quand ça marche, c'est grâce à moi, et quand ça marche pas, c'est à cause de moi. Ils sont passés à côté de vous chez Barclay, Non, ils sont pas passés à côté parce que je suis resté très longtemps chez Barclay jusqu'à ce que Eddie Barclay vende sa boîte et s'en aille. Et après, je suis parti. Ça a été un petit peu la même chose chez Barclay pour Michel Sardou, qui était au début chez Barclay et qui ensuite est parti. Et vous avez vu même des répétitions de tubes, les balles populaires, La Maladie d'amour notamment. C'est ça, c'est-à-dire que Michel, il était artiste chez Barclay et il répétait dans le petit studio qu'il y avait dans le sous-sol, et dans le sous-sol qui étaient les anciens stocks de chez Barclay. Et où il y avait les directeurs artistiques, la production, la promotion et tout. Et moi, j'avais tout nettoyé le studio et j'étais là et on se connaissait un peu quand même. Et il était en train de répéter dans les balles populaires. Et puis, il y avait La Maladie d'amour à l'époque. Et lui, c'était La Maladie d'amour, les balles populaires, ça le gonflait un peu. Et je lui ai dit, mais si tu veux pas la faire, moi, je veux bien la faire. Et Tallard, qui était là avec Regaud, il dit non, il va la faire. Effectivement, il a cartonné avec les 2 titres. Oui. Ça a été un peu la même chose pour Deb, je crois. Oui, il est parti. Et, il vendait pas beaucoup de disques et il est allé ailleurs. Et très vite, il a fait Vanina, rappelle-toi. Bon. Et puis, il y a eu C. Jérôme aussi, qui était aussi artiste chez Barclay, qui avait fait une chanson formidable. C'était un bon pote. C'était probablement le plus gentil de ce métier, Claude. Et il avait fait Le petit chaperon rouge est mort. Il avait fait, je sais pas, 20 ou 30 000 disques. C'était la vedette. Et puis, chez Barclay, on lui a dit, tu peux reprendre ta liberté. Et il était parti, Kiss me, adieu l'ami, Taclis. Je dois dire qu'à l'époque, ils avaient le pif, oui. Vous avez travaillé avec les plus grands, et je sais que vous êtes fan notamment d'Hugo Frey. Vous chantiez ses chansons quand vous étiez plus jeune. Oui, mais je suis admiratif. On a eu l'occasion au Zinga Zanga à Béziers, il passait et j'ai comment on a discuté avant le spectacle, puis il a fait tout son tour. Moi, quand j'avais 15 ans, je chantais toutes ses chansons, et lui, il avait 20 ans de plus. Donc là, on a discuté, il a fait le spectacle, et puis à la fin du spectacle, la salle était debout, comme d'hab,
Et puis j'étais au bord de la scène, et bien on a mon copain dans la salle, mon ami, et tout. Et je suis là, je suis monté et j'ai chanté Santiano avec lui, et c'est un rêve de monde, quoi. Parce que je jouais Santiano sans arrêt, quoi. Pour draguer les filles, c'était bien la guitare. On vous verra tout à l'heure ici au Casino Théâtre Barrière en live, et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir un petit peu les répétitions il y a quelque temps. Et vous êtes un vrai meneur sur scène, vous drivez tout le monde, c'est impressionnant, à 77 ans encore, mais vous avez la banane, quoi, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais. D'abord, j'ai la banane, le fait que j'ai 77, j'aurais pu en avoir 80, c'est que j'ai eu la chance d'apprendre avec des gens. Et j'ai appris avec Aznavour, j'ai appris avec des gens qui méritaient. Beko m'a donné 2-3 trucs. Si vous voulez, il y a des choses que vous apprenez parce qu'au départ, dans ce métier, vous savez pas tout. Vous savez pas la relation avec le public, vous savez pas comment faut diriger des musiciens, vous savez pas ce que vous voulez vous-même obtenir sur scène. Et puis petit à petit, les choses se forment. Et l'équipe que j'ai, ça fait des années et des années qu'ils sont avec moi. Et on est toujours en train de chercher, comment ça s'appelle, l'émotion. La nuance, c'est-à-dire la chose qui est, je vais pas essayer de vous épater, je vais pas frimer, je suis moi. Si vous êtes là, personne vous a obligé, et ça va fonctionner, quoi. Sur scène, vous faites toujours les titres incontournables, indémodables, qui fonctionneront toujours, comme Mon Vieux, par exemple. Ça serait stupide d'arriver sur scène et de se dire, alors, Mon Vieux, le gitan, faut pas pleurer comme ça, je ne fais rien, je me repose, chanson pour Anna, je vais pas vous les faire, il y en a quelques-uns. Oui. Non, c'est stupide pour une raison simple, j'ai commencé à chanter, ça a marché dans les années 70, si vous faites le calcul, c'était il y a 55 ans, j'avais 22, 23, 24 ans. Donc les gens qui m'aimaient bien à l'époque, ils avaient entre 15, 16 et 25 ans, ils ont pris quand même 55 piges. Donc, il y en a quelques-uns qui ont mon âge, qui sont un peu plus âgés ou un peu moins âgés. Et puis, il y a aussi les enfants de ces gens-là, et puis les enfants de ces gens-là qui viennent. Et là, ça devient intéressant. Quand vous avez 3 ou 4 générations qui viennent vous voir, parce qu'ils ont été intoxiqués par Guichard. C'est toujours les mêmes morceaux, toujours les mêmes textes, forcément, mais les titres évoluent, le tour de chant évolue quand même. Ah, toujours. Vous avez une chanson comme Mon Vieux qui était avec des violons, avec une rythmique, quelque chose de carré. Et maintenant, je pourrais la chanter quasiment avec rien derrière, quoi. Mais cette chanson ou d'autres, parce que pour pas que je ne m'ennuie, pour que les choses soient qualitativement au même niveau que le spectateur, les gens qui sont venus, ils doivent la recevoir. C'est pas la peine de se dire ce que vous pensez, je m'en fous, je vais faire les chansons comme je les aime. Je vais pas moderniser, je les fais comme j'ai envie de les chanter. Et quelquefois, elles deviennent épurées, elles deviennent beaucoup plus sobres, et puis elles sont vraies. Il faut être le plus vrai possible. Tous vos tubes, vous les faites, et parmi vos tubes, il y a Chanson pour Anna, avec ce texte qui est impressionnant et qui est toujours, j'ai envie de dire, malheureusement d'actualité. Il est tout le temps d'actualité, parce que Anne Frank, c'est un symbole. Hein, on va arrêter avec les histoires de guerre au Moyen-Orient. Anne Frank, c'était une adolescente en Hollande qui se cachait de la police allemande avec ses parents dans un grenier et qui a fini son existence d'enfant à Bergen-Belsen. Alors, ceux qui n'ont pas compris que c'était une chose horrible que nos parents et nos grands-parents ont vécu, va passer à autre chose. On sait que vous êtes libre, que vous dites tout ce que vous pensez. Vous pensez pas quoi? Toujours. Pas toujours, mais je vais vous dire, je dis, quand on me pose une question, je réponds. Mais je dis pas tout parce qu'il y a des armadas de bras cassés qui ont jamais rien fait de leur putain de dilois et qui ont fait des études et qui croient qu'ils sont très intelligents et qui veulent tout régenter. Le seul ennui, c'est qu'ils régенtent tout. Donc, il y a des moments, il faut savoir se taire. Vous pensez quoi de la France de 2025, la France d'aujourd'hui? J'aime la France de 2025 parce que c'est mon pays. Je trouve que si ça continue comme ça, ça va être n'importe quoi, et c'est déjà presque n'importe quoi. Justement, peut-être à cause des bras cassés dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, ça me gêne pas de le dire, moi j'ai toujours voté non à Maastricht, j'ai voté non en 2005, parce que je considère qu'on peut s'entendre avec tous les peuples. Quand j'étais môme, je suis allé en Pologne, je suis allé en Union soviétique, je suis allé au Japon, enfin, j'ai fait plein de choses, et j'ai vu des tas de gens partout qui avaient les mêmes soucis. Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'après vous? Les gens dans les bureaux, faut les virer. À présent, 3 mots pour Daniel Guichard. Daniel, je vais commencer par le mot perfectionniste, car vous en êtes un. Je ne sais pas si le terme de perfectionniste est bien approprié. Je dirais que j'aime sans cesse améliorer les choses, parce que aujourd'hui, je pense une chanson d'une certaine façon,
mais je peux pas dire que dans 8 jours, je la ferai pas évoluer. Donc, perfectionniste, non. Évolutionniste, oui. Même sur scène, avec les musiciens, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Oui, mais eux, ils le savent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est difficile pour des musiciens qui ont du talent de leur dire ce que vous jouez, c'est super. Le tempo, il est super. La façon dont vous êtes, c'est super. Mais il faut que ça soit dans votre tête que ça se passe. Et la nuance dans la tête, c'est vous, dans le ton que vous employez quand vous posez une question. Le deuxième mot, c'est le mot indépendant. Et je l'ai toujours été. Depuis 1974 ? Ouais, même avant. Intellectuellement, j'ai toujours été indépendant parce que je pense que ça vient de ma mère, ça. Elle avait une tendance à me dire « faut pas faire ça, réponds pas à Monsieur Barclay, mets pas de blue jean, coupe tes cheveux », enfin les trucs comme ça. Et par réaction, j'étais carrément indépendant, oui. Mais c'est pas facile tous les jours d'être indépendant quand même. Ah non, non, mais c'est pas un cadeau non plus. Mais ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est comme ça. Le troisième mot que j'ai choisi, je sais qu'il va vous plaire, c'est le mot camping-car. Le camping-car, alors les Belges disent mobil-home, c'est-à-dire le véhicule maison. En réalité, c'est ma maison qui roule. C'est un truc qui est lourd, qui fait 7 tonnes et demie, c'est un camion. Moi, on l'appelle le camion parce que Gérard Lanvin, il en a un aussi, un camping-car qui lui sert de loge et c'est vraiment le plus pratique. Il y a tout dedans. Il y a toutes mes tenues, mes costumes, mes chemises, mes guitares, mes affaires. Quand je pars de la maison, j'ai pas besoin de tout ranger. C'est quelque chose que je raconte souvent, c'est une anecdote, mais quand on part de la maison, on met les affaires dans le coffre de la voiture, on va à la salle de spectacle, on sort les affaires, on fait le spectacle, on remet dans le coffre, on va à l'hôtel, on met dans la chambre d'hôtel, on remet dans le coffre et on repart. Là, j'ai pas ce problème. Et ce qui est bien, c'est que vous vous déplacez en famille. En plus, vous travaillez avec l'un de vos fils, notamment. Avec Joël, oui. Avec Joël, parce que d'abord, il est tombé dedans quand il était petit et il se débrouille très, très bien. Et c'est très compliqué, c'est un métier très compliqué. Mon épouse travaille aussi avec nous parce que il faut pas croire qu'on arrive sur les salles de spectacle et youpi, ça va. Non, c'est très compliqué. Il y a plein de problèmes administratifs qui sont les salaires, les charges, les locations de salles, les billetteries, la publicité, la communication, la relation avec les radios, avec les télévisions. Ça, c'est un sacré boulot. Il faut pas le faire n'importe comment. Une petite anecdote à présent dans l'émission. Est-ce que c'est vrai, Daniel, que votre maman vous disait quand tu pars chanter, il faut toujours que tu aies de l'argent sur toi? Oui, toujours. Et d'ailleurs, je vais vous prouver que c'est vrai. Là, je fais le chanteur, je suis chanteur, j'ai de l'argent, toujours dans ma poche. Quand je vais être sur scène tout à l'heure, j'aurai dans de l'argent parce qu'elle m'a dit, promets-le. Et j'ai dit, ouais, je te promets. Mais non, tu dis, tu promets, mais tu vas... J'ai dit, je te promets que j'aurai toujours de l'argent. Que ce soit à la télévision, à la radio, pour une interview, dans un spectacle, j'ai toujours de l'argent. Je lui ai promis, je tiens. Et si j'ai pas de sous, par exemple, je vais vous emprunter de l'argent. D'accord. Ah, vous emprunte grand plaisir. Mais je la mets dans ma poche, je fais l'interview, je vous les rends. C'est un principe. Quand on promet quelque chose, faut tenir. Les hommes politiques promettent beaucoup, mais ils ne tiennent rien. Ou pas grand-chose. Je les aime pas beaucoup. Je les aime pas beaucoup. J'aime pas trop ceux qu'on a en ce moment, quand même. Ça, c'est dit. La question qui pique à présent, vous nous parliez un petit peu de politique. Est-ce que vous en avez marre, notamment des humoristes et de Nicolas Canteloup qui vous chambrent tout le temps avec les petits textos de Daniel Guichard Un jour, je vais lui en coller une. Mais non. Mais je pense qu'un jour, je vais quand même l'appeler pour qu'il arrête ses conneries, quoi. Je passe pour un raciste, je passe pour une espèce de xénophobe à la con. Ça va. Mais je sais que Nicolas, il fait les trucs de chez lui. Il sort pas beaucoup. Donc, vous le voyez pas? Non, on a fait une émission un jour à Europe où il intervenait, mais il faisait ça de chez lui. Il a beaucoup de talent, mais ça commence à me gonfler. Vous trouvez qu'il est un peu trop loin? Non. Ah non, c'est pas parce qu'il va trop loin, il fait son humour. Nous, ça nous fait marrer. Des fois même, les conneries qu'il raconte, où je suis concerné, ça me fait rire. Mais à la longue, quand on regarde le principe simple d'une image, les réflexions, elles sont de plus en plus xénophobes, racistes, et ça commence à me gonfler. C'est un peu comme, quand on voyait Thierry Lafronde, que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune, il y avait les comédiens qui jouaient sur la place du marché, et celui qui faisait Judas, il se faisait péter la tronche, parce que les gens croyaient que c'était lui le vrai Judas. Eh bien, quand on regarde des images à la télé, on peut penser que c'est ce que je pense, ce qui n'est pas du tout. Mais à la limite, il a le droit de dire ses conneries. Le jour où il ira trop loin, j'irai lui rappeler. Daniel. Ça ne gêne pas de le dire, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui dire en face. Il faut qu'il aille jouer ailleurs. Daniel, est-ce que c'est vrai que vous préparez un nouvel album?
Ouais, mais ça fait un moment déjà que je m'y suis mis. Je suis pas pressé parce qu'en réalité, les albums, il faut qu'on ait un système qui permette la diffusion en radio, la diffusion en télé. Il n'y a pas de radio qui programme trop de nouveautés et il n'y a pas de télé qui font des émissions de variété. Et c'est moi qui paye. Donc, comme je passe à la caisse, je peux vous dire que faire un disque qui soit de qualité, ça coûte très cher. Hormis la musique, vous avez d'autres projets en tête? Non, je vis. Et vous faites quoi? Pareil, je vis. Comme vous. Merci d'être venu sur Forum TV dans l'œil d'Arnaud. Bon concert au Casino Théâtre Barrière à Toulouse. Et vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Merci Daniel. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi l'œil d'Arnaud sur Forum TV. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt.